J'ai pas voulu en fait faire un état des lieux comme je fais toujours du nombre de morts, du nombre de. Bon, je pense qu'on a tous en tête à peu près les chiffres, on a en tête les images. Faut pas en rajouter à mon avis. Je vais essayer de vous proposer de prendre un petit peu de hauteur et de faire plutôt une analyse un peu des dynamiques politiques, des stratégies qui sont en cours actuellement, des perspectives possibles. J'espère que je serai clair sur ça. Et évidemment, si au terme du débat, certains veulent aller vraiment dans une question de chiffres et de précision, il n'y aura aucun problème, on pourra y aller. C'est juste un choix que j'ai opéré avec vous à Thionville. Avant de débuter, je me permets, alors, je suis membre d'un collectif de chercheurs qui s'appelle IANI, donc on a un site qui s'appelle iani.fr. J'imagine que tout le monde est très sollicité, et d'autant plus avec la situation humanitaire à Gaza, les dons, c'est pas forcément clair qu'on va les donner à un site internet de chercheurs français, enfin franco, oui, oui, franco, avec aussi des Israéliens et des chercheurs arabes avec nous dedans. Mais on est en train de faire notre campagne de dons. Alors, j'ai mis le flyer, alors forcément, il a été imprimé à Paris. Moi, je ne l'ai pas eu en tout cas. J'ai eu la version noir et blanc imprimée ici. Désolé. Vous n'avez pas l'honneur d'avoir le beau en rouge. Mais ça explique notre campagne de dons. Pourquoi c'est important? Parce que la conférence que je vous donne ici ce soir, elle est basée sur beaucoup d'informations qu'on arrive à collecter avec Yanni, beaucoup d'éléments de réflexion, beaucoup d'articles qu'on publie. Et je crois que c'est important de soutenir une indépendance parce que si on n'arrive pas à subvenir à nos besoins, disons, quotidiens et mensuels, on ne pourra pas continuer. Donc, si vous pouvez aller sur le site de Yanni ou prendre ce tract et donner un petit quelque chose, ce sera toujours appréciable. Et voilà, je vais débuter, mais je vais juste faire cette introduction. Et abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, une newsletter gratuite, on a des articles qui sortent tout le temps. Et voilà, donc au plaisir d'avoir vos retours sur ça. Il y a livre.fr et le tract est là. Pour débuter, comme élément d'accroche, ben, je ne peux pas trouver mieux que cette affiche. Cette affiche, enfin, cette affiche, elle a été placardée un peu partout en Israël et elle a été faite par Imtirdu. Alors, Imtirdu, c'est la principale organisation d'étudiants en Israël. Ils sont très liés au Likoud, donc à la droite, à Netanyahou. Et leurs affiches, donc ils ont placardé récemment, c'est sans Nakba, il n'y a pas de victoire. Et je crois que cette affiche, elle résume parfaitement bien ce que je vais essayer de vous présenter ce soir. La Nakba, pour ceux qui ne voient pas de quoi est-ce qu'on parle, c'est le terme que les Palestiniens emploient pour qualifier ce qui s'est passé en 1948, c'est-à-dire l'exil forcé, la contrainte d'exil forcé, l'expulsion de 800 000 Palestiniens dans le cadre de la création d'Israël. Pour faire un petit peu plus clair, je vous montre ces fameuses quatre cartes qu'on connaît tous, elles sont d'ailleurs affichées ici, je ne m'y attendais pas, mais je trouvais ça important de revenir sur ce point-là. On fête aujourd'hui les 76 ans, quand je dis on fête, c'est une fête du point de vue israélien, les 76 ans de la création d'Israël et les Palestiniens commémorent les 76 ans d'Anakba. La création d'Israël, pour ceux et celles qui ne l'ont toujours pas compris ni saisi, ne pouvait pas se faire sans l'expulsion des populations palestiniennes. C'est un fait avéré et sur lequel on doit encore aujourd'hui réussir à éclairer les gens et les informer. Vous le savez, l'État d'Israël est un État qui est né au cœur d'un projet qui s'appelle le sionisme, qui avait pour but de permettre aux populations juives européennes d'avoir un État refuge sur un lieu où ils pouvaient être en sécurité. Ce projet sioniste, cependant, et c'est ce que j'aimerais vous faire transmettre ce soir, ne pouvait pas se mettre en place sans l'expulsion des Palestiniens et sans un projet colonial. En 1948, l'État d'Israël, c'est ce que vous voyez sur la deuxième diapo ici, se met en place sur la terre de Palestine en prenant 78% du territoire. 800 000 Palestiniens sont chassés de leur terre, c'est donc la fameuse Nakba. Et sur cette terre qui va devenir Israël, tout le territoire va être transformé pour permettre à Israël de véritablement ancrer sa souveraineté dans ce territoire. Je vais rapidement, mais si vous voulez revenir sur ça, je viendrai après. Ce processus que j'aimerais vous transmettre dans un premier temps, qui vise selon moi à faire disparaître la Palestine et les Palestiniens, il a connu donc plusieurs étapes, car quand vous avez compris, création d'Israël, 800 000 Palestiniens qui sont expulsés de leur terre, 150 000 qui arrivent à rester dans les délimitations de l'État d'Israël, qui vont devenir citoyens israéliens, enfin citoyens de seconde zone, mais qui sont citoyens israéliens. Et puis en 67, deuxième étape, l'État d'Israël parvient à prendre la bande de Gaza et la Cisjordanie, et donc quelque part à prendre sous sa souveraineté la totalité de la Palestine historique. Ils arrivent vraiment à mettre tous les territoires en connexion. C'est le début de ce que vous connaissez aujourd'hui, l'occupation des territoires palestiniens de Gaza et Cisjordanie, ainsi que
la colonisation des territoires de Cisjordanie et à l'époque également de la bande de Gaza. Je vais sauter dans le temps parce qu'il y a deux étapes que je veux vraiment qu'on s'arrête. Ce processus-là va amener les Palestiniens à réfléchir, et notamment Arafat, que je ne vais pas présenter ici, je pense que vous connaissez tous. Arafat va être un des premiers dans le camp palestinien qui va commencer à acter une réalité qui est que, certes, Israël est un fait colonial, c'est un pays qui s'est créé de manière coloniale, mais pour autant, il y a aussi un fait national. On ne peut pas aujourd'hui prétendre qu'on va inverser la tendance et que rayer Israël de la carte et revenir à la situation pré-1948. Arafat va donc penser à ce deal-là. Quand je dis penser, il n'est pas tout seul, mais il va vraiment l'incarner en public. L'idée que pour les Palestiniens, on ne pourra jamais leur empêcher de considérer que toute la Palestine, c'est-à-dire vraiment toute la terre ici, c'est leur patrie historique. Par contre, les Palestiniens vont considérer que sur cette patrie, on va construire un État sur une partie seulement de la patrie. En gros, sur les 22% restants, c'est-à-dire la bande de Gaza et la Cisjordanie. C'est le grand projet d'Arafat qui va amener aux accords d'Oslo dans le cadre, vous savez, de négociations avec Israël, c'est-à-dire on va obtenir un État palestinien. Là où il y a déjà le premier enjeu et qui explique pourquoi encore aujourd'hui on a cette espèce de dualité, les Palestiniens arrivent à Oslo en étant persuadés qu'ils ont fait un pas historique à rater. Du point de vue palestinien, comprenez bien, ils acceptent que 78% de leur territoire historique soit laissé à Israël, c'est comme ça, c'est un rapport de force, on n'inversera pas la donne. Nous, vous nous laissez 22%. Gaza, Cisjordanie, pour avoir un État. Du point de vue israélien, en revanche, tout est à négocier à Oslo. Et c'est là où les enjeux vont se percuter. Les Palestiniens ne comprennent pas pourquoi on ne leur reconnaît pas leur statut de véritablement faiseurs de paix, parce qu'ils ont accepté un fait accompli et d'obtenir seulement 22%. Oslo va complètement capoter dès lors que, concrètement, du point de vue israélien, il faut le savoir, mais même si Rabin, à la veille de sa mort, avait grandement évolué dans sa pensée, en tout cas, de paix avec les Palestiniens, mais concrètement, jusqu'en 95-96, c'est-à-dire l'assassinat de Rabin par un extrémiste juif, rappelons-le, jamais les Israéliens dans les négociations n'ont mentionné deux termes. Ils n'ont jamais mentionné le terme d'État palestinien, à aucun moment, et jamais ils n'ont mentionné le terme de fin de l'occupation. Ce qui dit beaucoup de choses après quand même 3 ans à l'époque de négociations, même 5 si on prend les premières négociations. Et donc, au terme d'Oslo, et on y vient, les Israéliens sont confrontés à un souci majeur qui est que en 2000, les Palestiniens engagent une grande révolte, la seconde intifada, qui va vraiment complètement être meurtrière et dévastatrice, pour le coup, pour les deux sociétés. Alors évidemment, pas de la même manière, on a quasiment 3 fois plus de victimes côté palestinien, mais quand même, il y a une déflagration majeure. Et à ce moment-là, va se mettre en place la politique qui va être pensée d'abord par Ariel Sharon, certains se souviennent de ce Premier ministre, puis reprise par Netanyahu. On y arrive. Cette stratégie, c'est de dire, OK, on ne veut plus jamais avoir à négocier avec les Palestiniens, il faut les faire disparaître. Il faut faire en sorte qu'on ne parle plus d'eux, il faut mettre en place des dispositifs sécuritaires, des dispositifs de circulation pour nous assurer qu'on ne parle plus d'eux. Donc qu'est-ce qui va se passer? En 2005, l'État d'Israël va se retirer de la bande de Gaza. Quand on dit se retirer, ça ne veut pas dire, contrairement à ce qu'on pense parfois, on vous le donne. C'est on s'enlève de l'intérieur pour contrôler la bande de Gaza de l'extérieur. Vous pouvez venir si vous voulez après, mais concrètement, c'est pas un transfert de compétences où on donne aux Palestiniens les clés de la bande de Gaza et diriger ça. Absolument pas. On va tout contrôler de l'extérieur. La Cisjordanie, quant à elle, elle va subir un processus simple, c'est que le mur va être construit, le fameux mur que vous connaissez, autour de la Cisjordanie. On va construire des routes de contournement qui permettent aux Israéliens de circuler en gros. J'ai peut-être perdu. Qui vont circuler donc de Tel Aviv à Haïfa, vous pouvez circuler dans n'importe quelle zone de la Cisjordanie sans croiser un seul Palestinien. C'est des routes faites à base de ponts et de tunnels, donc c'est très pratique quand on est un Israélien, on ne voit plus les Palestiniens. Et surtout, on va accentuer la colonisation. Entre 2000 et 2021, les colonies connaissent un bond de plus 222%. Véritablement, l'idée, c'est de dire on va acter la fin de tout projet d'État palestinien, on n'en parlera plus jamais. Et force est de reconnaître une chose, c'est que ça a été une victoire du point de vue israélien, clairement. Pourquoi? Parce que ce que les Israéliens ont appelé la gestion du conflit, c'est le terme qu'ils ont délibérément choisi, ça a permis notamment de parvenir à ce que côté israélien, regardez, concrètement, fin de la seconde intifada, vous avez quasiment plus de victimes israéliennes qui sont causées par l'attaque palestinienne. C'est-à-dire qu'on a une gestion complète du territoire, on contrôle tout, c'est très simple,
il y a un mur, il y a des checkpoints, on va tout contrôler. Et à l'inverse, côté palestinien, vous voyez bien que ce n'est pas la même réalité. Les victimes continuent chaque année à être par 100, 200, 300, etc. Et suite à cette situation qui, du point de vue israélien, je rappelle, est une véritable victoire, on a vaincu la question palestinienne, plus personne n'en parle, Netanyahou va s'employer, qui est au pouvoir quand même depuis 2009, rappelez-le, il va s'employer à aller encore plus loin. Il va s'attaquer à 3 piliers qui sont les 3 principaux piliers de la cause palestinienne. Je suis sûr que vous les connaissez. Le premier, c'est le fait que les Palestiniens revendiquent que Jérusalem soit capitale partagée des 2 États. Je pense que ça, tout le monde est à peu près comme ça. Tout le monde est à peu près au fait de cette histoire. Eh bien, Netanyahou va être un des premiers, avec l'aide de Donald Trump, à pousser plusieurs États du monde à transférer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Symboliquement, si vous voyez ce que je veux dire, si votre ambassade est à Jérusalem, vous actez que c'est la capitale d'Israël, ce ne sera pas une capitale partagée. Premier élément. Deuxième élément, les Palestiniens, c'est un peuple qui, à 40% officiellement, mais parfois on va jusqu'à 50% en fonction des calculs, est un peuple de réfugiés. C'est un peuple qui, depuis 48, sont des réfugiés quasiment à la moitié. Et ces réfugiés sont gérés par une instance de l'ONU qui s'appelle l'UNRWA. On en parle beaucoup aujourd'hui dans la situation à Gaza. L'UNRWA, c'est une instance qui a été créée en 48-49 par les Nations Unies pour gérer les réfugiés palestiniens et qui est financée par différents pays du monde entier pour gérer ces réfugiés palestiniens. Vous comprenez bien que si l'UNRWA demain disparaît, du point de vue palestinien, c'est leur statut même de réfugié qui disparaît. Or, le statut de réfugié permet de rappeler qu'on a un droit de réclamer notre retour sur notre terre. On a été spolié, si vous voulez, on a été démunis à un moment donné. Que fait Netanyahou pendant quasiment depuis 2015-2016, et notamment avec l'aide de Trump quand il arrive au pouvoir en 2017, Donald Trump, ils vont s'employer à couper les financements à l'UNRWA. C'est-à-dire qu'ils vont pousser des États qui financent l'UNRWA à arrêter le financement, les États-Unis eux-mêmes vont couper leur financement, pour que l'UNRWA ne puisse plus fonctionner. L'UNRWA, on rappelle, c'est les écoles dans les camps de réfugiés pour les Palestiniens, c'est gestion des déchets, c'est du travail, c'est l'aide humanitaire dans la bande de Gaza jusqu'à aujourd'hui encore. On va s'employer à faire en sorte que l'UNRWA ne puisse plus fonctionner. Et enfin, troisièmement, là c'est symboliquement encore plus fort, les pays arabes en général n'étaient pas, vous savez, des grands modèles de soutien aux Palestiniens, mais il y avait une espèce de normes qui avaient été imposées par l'histoire, qui était que on ne normalise pas nos relations avec Israël s'il n'y a pas d'État palestinien. En réalité, il y avait des compromissions qui étaient faites en secret parfois, mais concrètement, on ne signe pas d'accord. Sous Donald Trump, c'est la première fois où Netanyahou et Trump vont réussir à convaincre plusieurs États arabes, en l'occurrence Bahreïn, Émirats arabes unis, Soudan, Maroc, de signer des accords de normalisation. Et si vous prenez tout cet ensemble que je vous raconte là, vous comprenez la disparition concrète de la Palestine. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, l'anecdote, elle est intéressante parce que elle dit tout. Août 2023, août 2023, Emmanuel Macron rassemble, comme il le fait souvent, les partis politiques français à Saint-Denis dans le cadre d'une grande messe pré-rentrée pour annoncer les réformes de l'année, etc. Au terme de cette conférence, ils arrivent sur la question internationale et il est interrogé. Alors, d'après les infos qu'on a glanées, ce serait par le secrétaire donc, du Parti communiste français, Fabien Roussel, il est interrogé sur la question palestinienne. Vous ne l'abordez pas, pourquoi vous ne l'abordez pas? Emmanuel Macron a cette phrase fantastique, la question palestinienne est devenue secondaire. On était en août 2023. Ça veut dire que même du point de vue de la diplomatie française, on avait acté le fait que la Palestine, ça a disparu. C'est plus un enjeu central, on peut clairement arrêter d'en parler. Sauf que pendant ce temps, côté palestinien et côté israélien, vous avez forcément deux dynamiques différentes dans ce espèce de gestion des conflits côté israélien avec une espèce de disparition de la question palestinienne. Les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps? Ils ne sont pas restés les bras ballants. Ils ont tenté d'internationaliser la question. C'est-à-dire, puisque sur le terrain, on perd tout, on n'a aucun appui, on va trouver des alliés dans le monde entier pour nous soutenir. Et ça a fonctionné. La Palestine, depuis 15 ans, n'a jamais eu un tel soutien au niveau international. Ils sont entrés à l'UNESCO, ils sont entrés à la CPI, ils sont entrés à l'ONU. Et aujourd'hui, on a 148 pays dans le monde qui reconnaissent l'État de Palestine. Et chaque vote des Nations Unies est une nouvelle preuve qu'Israël est complètement isolé. Bon. Sauf que concrètement, vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, les Palestiniens qui vivent dans ces territoires-là ne peuvent pas se contenter que des pays dans le monde les reconnaissent. Il n'y a pas de perspective politique, il n'y a aucune perspective même économique, sociale pour les jeunes qui font des études. C'est ce qui va alimenter tout à fait, peu à peu,
la tentation de revenir à une stratégie militaire, à ce type de but armé, qui profite, on le voit aujourd'hui plus que jamais, enfin, on l'a vu en tout cas plus que jamais le 7 octobre, au Hamas et à toutes ces organisations qui, eux, continuent à dire que la diplomatie, c'est bien beau, mais ça n'amène rien du tout. Il faut revenir à la stratégie de la lutte armée. Côté israélien, à l'inverse, eh bien, si vous regardez bien, la disparition de la Palestine, ça fait que même dans la mentalité des Israéliens, les Palestiniens n'existent plus. On n'en parle plus. Et quand on n'en parle plus, ben, ça amène à cette réalité que la société israélienne se fracture. Depuis le début de ce processus de disparition de la Palestine, Israël a connu deux fractures complètes de sa société en 2011-2012 puis 2023, puisque ce pays, concrètement, s'il n'y a pas une unité contre un ennemi commun, il n'arrive pas à faire société. Tellement il y a une polarisation entre d'un côté des Israéliens qui se considèrent comme étant laïcs et libéraux, pour faire très simple, et de l'autre des Israéliens qui considèrent qu'au contraire, l'État d'Israël doit être un pays religieux, nationaliste et aux libertés uniquement entre les mains des populations qui suivent. Ces deux moments importants nous montrent à quel point ce pays, aujourd'hui, se cherche et à quel point l'avenir même d'Israël est à questionner. Sauf que, en 2023, pour ceux qui ont suivi ça, pendant 40 semaines, Israël a connu des manifestations historiques. On n'a jamais vu un tel niveau de mobilisation. Ça a été même une ampleur qui nous a tous dépassés en tant que spécialistes ou experts de cette question. Sauf que, en 40 semaines, à aucun moment dans les manifestations en Israël, il y a eu une articulation de la dénonciation de Netanyahou et de sa politique de ce qui se passe dans les territoires palestiniens. Et c'était sidérant. Il y avait des petits groupes, qu'on appelle les groupes anti-occupation, mais concrètement, la masse des manifestants ne prenait pas en considération ça, en actant le fait que ce sera par étapes. On va d'abord virer Netanyahou et après, on parlera des Palestiniens. Ils ne prenaient pas en compte que précisément, du côté palestinien, la situation n'était plus vivable. Je vous montre juste ces chiffres qui, moi, me paraissent vraiment importants. Donc, chiffres des Nations Unies, c'est le nombre de morts, donc c'est juste pour la Cisjordanie. Je ne parle pas de Gaza, c'est pour la Cisjordanie. Nombre de morts en Cisjordanie, donc depuis 2005, on voit que dès 2019, on commence à avoir une croissance énorme, précisément qui est liée à la montée en puissance en Israël de l'extrême droite et son arrivée au pouvoir. Où les colons, l'armée, sent qu'elle a complètement un blanc-seing. Et on voit que même à la baie de 7 octobre, on était à plusieurs centaines de victimes palestiniennes en Cisjordanie. Entre le 1er janvier et le 6 octobre, vous aviez eu 200 Palestiniens qui avaient été tués en Cisjordanie. Dans évidemment la complète indifférence médiatique et diplomatique, mais c'est une réalité. Et puis surtout, côté palestinien, une situation qui devenait absolument invivable, c'est ce qu'on appelle l'attaque des colons. Vous savez qu'en Cisjordanie vit à peu près 700 000 colons israéliens qui sont installés dans des colonies. Et parmi ces colons, certains sont particulièrement violents et virulents, et ils multiplient les attaques contre les Palestiniens pour les contraindre à quitter leur terre et aller dans des espèces de grandes zones urbaines, enfermées, etc. Là, vous avez le nombre d'attaques, donc recensées par les Nations Unies, chaque année. On voit que, regardez, dès 2021-22, on passe à 200, 300, 400, 1200 en une année. Ça en fait plusieurs par jour. Cette situation côté palestinien, invariablement, montre à quel point les deux sociétés ne vivaient pas du tout dans la même réalité. Ce qui, moi, m'a vraiment perturbé, et ça a été même compliqué encore à suivre dans des débats médiatiques ou en public, c'est qu'à plusieurs reprises, en 2023, j'ai eu l'occasion, je n'étais pas le seul, à aller dans les médias, participer à des débats médiatiques, et on faisait un peu partie, vous savez, des ravageurs. On s'extasiait des manifestations en Israël, et on était quelques-uns à dire, mais vous vous rendez compte quand même que ce qui se passe en Cisjordanie, c'est absolument atroce. Gaza est un blocus complet où les gens sont en train de souffrir totalement. Vous ne regardez pas cette réalité qui va nous exploser. Je me souviens qu'en fin août 2023, dans le cadre d'un débat public, université d'été, on m'interroge sur l'avenir qu'il y aura, et on est plusieurs à dire, ben, c'est simple, l'avenir, ça va soit être une espèce de réveil israélien pour aller à un processus de paix potentiel, ou ça va être le chaos complet, l'explosion généralisée. On était en août 2023. Le 7 octobre 2023 est venu rappeler, de la manière la plus brutale qui soit, à quel point la question palestinienne ne pouvait pas être mise de manière secondaire ou hors de vue. Elle est centrale au Proche-Orient précisément parce qu'on a une population de 7 millions d'individus qui n'a pas accès à l'égalité des droits, à une perspective sociale, économique et politique. Et donc on en vient à cette deuxième partie que j'ai appelée le génocide en live stream. Le 15 octobre 2023, certains s'en souviennent aussi,
C'est le premier appel qui paraît dans la presse internationale, signé par 800 universitaires spécialistes du monde entier. C'est le type qui est là, donc c'est en anglais, vous pouvez le retrouver facilement. Spécialiste en droit international, en études des conflits et en études des génocides. On est le 15 octobre 2023. L'appel, je l'ai relu pour préparer la conférence parce que je ne le mentionnais pas avant, mais là, je trouvais important de le rappeler. L'appel dit « Nous sommes à la veille de crimes de masse dans la bande de Gaza ». Et j'ai un souvenir profond de collègues à moi qui, dans des médias, essayaient d'interpeller les gens et on leur riait au nez, clairement. Mais vous êtes vraiment des anti-israéliens, pourquoi vous prétendez qu'il y aura un génocide, etc. Ça n'a aucun sens. C'est les Israéliens qui ont été attaqués. Ce que ce document nous dit dès le 15 octobre 2023, c'est que précisément, nous avons, avec le 7 octobre, tous les ingrédients possibles de crimes de masse. Il y en avait 3. Le premier, c'est un gouvernement d'extrême droite en Israël qui est complètement débridé et qui va laisser son armée faire tout ce qu'elle veut, et même pire. Deuxièmement, une armée israélienne qui a été tellement humiliée par 7 octobre qu'elle sait qu'elle a les mains libres pour faire ce qu'elle veut, et il n'y a rien de pire qu'une armée à qui on ne met pas de limite. D'autant plus quand en Israël, depuis 20 ans quasiment, il y a eu un changement profond dans les unités militaires israéliennes avec une radicalisation, l'entrée de nationalistes religieux de plus en plus vindicatifs, virulents et racistes, il n'y a pas d'autre terme. Et troisième élément, il y a une société israélienne complètement apathique et incapable de s'intéresser au sort des Palestiniens, d'autant plus avec 7 octobre. On savait déjà avant, avec ce qui s'est passé en octobre 2023, forcément, il y a une apathie. Et on va voir comme ça monter peu à peu des crimes qui vont être perpétrés quotidiennement, au point où on en est 20 mois plus tard. Vous savez, hein, la bande de Gaza est complètement détruite. Il n'y a quasiment plus aucun bâtiment sur place. La situation humanitaire est dans un désastre total. Et on a une espèce de réveil, là récent, de quelques responsables politiques. J'y reviendrai dans quelques instants. En 20 mois, on a eu à 2 reprises, pour celles et ceux qui ont suivi un peu l'actualité, nous avons eu quand même des cessez-le-feu qui ont été signés, donc en novembre 2023 et en janvier 2025. Des cessez-le-feu qui, à chaque fois, et moi le premier, nous ont fait espérer la possibilité qu'on puisse avoir la fin de cette espèce de calvaire où on se réveille chaque matin avec des images atroces qui nous proviennent de Gaza. Et en fait, à chaque fois, on a eu un retour de la volonté israélienne de reprendre les armes. Cette volonté de Netanyahou de reprendre les armes, on peut la lire à 2 niveaux. Le premier, c'est évidemment une stratégie purement électoraliste par rapport à son électorat et sa coalition d'extrême droite, parce qu'il ne veut pas d'accord avec le Hamas. Ça, c'est un fait. Mais deuxièmement, je crois qu'on ne peut pas oublier que dans l'histoire, Netanyahou avait été l'un des plus virulents opposants en 2005 au retrait israélien de Gaza. Netanyahou, dès 2005, accusait Sharon de préparer un terrain pour les terroristes, etc. Et aujourd'hui, qui veut véritablement démontrer, prendre sa revanche. Je crois que plus encore, la raison pour laquelle j'ai commencé cette conférence en parlant d'un Nakba en 48, c'est parce qu'il faut qu'on arrive à comprendre cette mentalité, parce que sinon, je crois qu'on va complètement se mettre dans une impasse. En Israël, il y a très peu de personnes qui ne savent pas qu'en 48, les Palestiniens ont été expulsés. Certains vous diront qu'ils n'ont pas tous été expulsés, ou certains vous le nieront, mais concrètement, il y a quand même une acceptation. Pourquoi? Parce que précisément, la droite au pouvoir n'a jamais caché la réalité de l'expulsion de 48. La gauche voulait le cacher parce qu'elle avait honte de ce qu'elle a forcément le plan le plus pertinent qui soit sur plein de points, mais un plan vaut mieux que la mort de gens dans la bande de Gaza. Vous voyez ce que je veux dire? Le plan est encore une fois complètement balayé, et la conférence qui doit avoir lieu à New York en juin prochain, dirigée par la France et l'Arabie Saoudite, Israël a déjà annoncé qu'elle n'y participera pas. Elle n'enverra aucun représentant là-bas, puisqu'elle ne veut pas participer à une conférence qui va permettre aux Palestiniens d'avoir un État, je cite, aux terroristes d'avoir une récompense après 7 octobre. C'est une vision très triviale des choses, mais c'est celle-ci. Alors, on a effectivement une réalité, il ne faut pas le cacher. On a une majorité d'Israéliens, ça a été très long, mais c'est réel, qui a commencé à se convaincre que finalement, la fin de la guerre était importante à Gaza. Le problème, c'est qu'il y a une mauvaise perception de cette réalité. Et on a été, encore une fois, nombreux à essayer de l'expliquer, mais il y a une telle volonté à chaque fois de trouver des circonstances atténuantes à Israël, à sa société, pour des raisons diverses et variées, c'est qu'on peut revenir dans le débat, qu'on essaie toujours de s'accrocher à un point d'espoir. C'est-à-dire, oui, mais regardez tous ces gens qui manifestent contre la guerre. Regardez, là, par exemple, on a des militants israéliens, donc c'est
tout à fait honorable de la gauche israélienne, la gauche radicale, qui, par exemple, son corps, près la bande de Gaza, pour permettre aux camions humanitaires d'entrer dans Gaza, parce que vous savez que les camions sont pillés par l'extrême droite israélienne qui envoie ses militants empêcher les camions de passer. Ils crèvent les pneus des camions, ils volent l'aide humanitaire ou ils font des sittings sur la route. Donc on a des militants qui se mettent comme ça sur le route au rond-point pour empêcher l'extrême droite et les colons donc d'attaquer les camions humanitaires. On a également dans chaque manifestation en Israël ces militants, on peut quasiment identifier tellement ils sont des groupes qu'on connaît, qui brandissent les photos d'enfants palestiniens de Gaza en disant ça c'est la réalité de Gaza. Sauf que on essaie de se tuer à expliquer, excusez-moi ce jeu de mots, enfin ce terme n'est pas approprié, mais on essaie d'expliquer à quel point est-ce que ces manifestations ne représentent pas la réalité de ce que c'est aujourd'hui la société israélienne. C'est une société qui est dans un complet acceptation du projet israélien de Netanyahou. On avait du mal à le faire entendre jusqu'à ce que 2 enquêtes qui ont été réalisées en 2025 nous montrent enfin une espèce de réalité concrète de ce que c'est aujourd'hui qu'Israël et sa société. Je donne quelques chiffres importants. Première enquête, février 2025, The Jewish People Policy Institute, donc un institut tout à fait honorable et reconnu, nous démontre que 70% des juifs israéliens soutiennent le plan Trump. Plan Trump, c'est-à-dire Riviera à Gaza et les Palestiniens s'en vont. Seulement 52% l'estiment praticable. La moitié du juif israélien estime que c'est praticable et 71% se disent opposés à tout État palestinien. Et tu arrives à un deuxième, parce qu'on savait qu'on pouvait aller encore plus loin dans la réalité de ce que nous, en tant que chercheurs, quand on va en Israël, on voit, on connaît, on rencontre les gens. C'est le Penn State Institute, donc c'est un institut américain. 2 chercheurs israéliens, Tamir Sorek et Sheikh Haskani, veulent montrer à quel point est-ce que leur société, elle est dans un consentement complet au génocide. Voilà la réalité. Donc, ils vont interroger 1005 personnes, ce qui est pour eux représentatif à premier, comme un sondage classique. Voilà ce qu'ils ont. Pourcentage de juifs israéliens qui supportent, donc qui défendent l'expulsion des résidents de Gaza. 70% des laïcs et plus de 90% du camp religieux. Pourcentage de juifs israéliens qui considèrent que quand on capture une ville ennemie, il est autorisé de commettre des crimes contre les civils pour que les gens s'en aillent. 31% des laïcs, forcément, et plus d'une majorité des populations religieuses. Et enfin, pourcentage de juifs israéliens qui considèrent que les citoyens arabes d'Israël, donc les Palestiniens d'Israël, doivent être expulsés du territoire. 38% des laïcs et plus de la majorité des religieux. Et quand on a eu ces chiffres-là, j'avoue que moi-même j'ai été surpris. Sauf que Tamir Sorek et Sheikh Haskani expliquent très bien à quel point est-ce que leur société, celle où ils évoluent, a été complètement imbibée pendant presque 25 ans d'une réforme complète par Netanyahou et l'extrême droite, au niveau scolaire, au niveau médiatique, au niveau d'un sentiment profond de supériorité. Et surtout, il rappelle une chose qui, moi, me paraît vraiment pertinent et intéressant, c'est que dans cette société israélienne, le pays a été fondé sur des valeurs profondément nationalistes et coloniales. De fait, on a pris la tête d'un peuple qui habitait là et on l'a fait au nom d'un nationalisme juif. Très bien. Sauf que pendant 76 ans, à aucun moment en Israël, il y a eu un moment de répit pour se dire, OK, faisons une espèce d'état des lieux de notre situation. Société coloniale, l'inégalité structurelle entre les gens, le fait qu'on diffuse dans la population la normalité qu'en Israël, les populations juives ont plus de droits que les autres. Et en fait, cette incapacité à se remettre en question a nécessairement favorisé avec le temps la droite et l'extrême droite, qui précisément, elle, a un discours beaucoup plus débridé, n'a pas cette espèce de pudeur de gazelle, pour reprendre l'expression macroniste, pour considérer les Palestiniens comme des parasites qui doivent complètement être chassés du monde. Et je crois que ces chiffres-là nous disent à quel point est-ce qu'on est face à une réalité évidente sur laquelle cette société israélienne est pour l'instant incapable d'avoir une quelconque remise en question. Ce qui ne veut pas dire que les éléments que j'ai présentés avant, de manifestations pour la paix ou contre la guerre, ne sont pas significatifs. Je dis simplement qu'il ne faut pas les voir comme des gens qui sont empathiques avec les Palestiniens. On n'est pas sur ce terrain-là. On est sur des gens qui sont d'abord et avant tout dans une crainte pour les otages en Israël, pour les captifs israéliens dans la bande de Gaza. La question de l'humanitaire et des populations qui crèvent de faim à Gaza, ça va toucher vraiment une minorité de personnes dans ces manifestations. C'est ça que je veux vraiment vous transmettre ici.
Alors, on a donc eu des voix qui se sont élevées, hein, vous l'avez vu, Emmanuel Macron et d'autres. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette espèce de réveil très tardif hein, de toutes ces personnes? Moi, je vois trois raisons. Je vous les donne un peu succinctement parce que je pense qu'on peut en débattre après. La première, elle est évidente, c'est qu'il y a une crainte, mais évidente de ces dirigeants de tomber pour complicité. Les nouvelles générations, qui sont aujourd'hui, je pense notamment étudiants en droit international, qui vont être avocats, qui vont être juristes, tout ce que vous voulez, sont en train de faire leur conscientisation politique avec Gaza. Moi, je le vois avec mes élèves, on le voit avec des étudiants quand on fait des interventions dans les universités. Ils sont, mais quand je dis ils sont, c'est généraliste, mais vraiment, il y a un traumatisme complet de ce qu'on leur fait subir à leur âge, d'images qui viennent de Gaza, dans l'impunité la plus totale. On n'est pas en train de dire qu'ils sont dans une espèce de soutien au Hamas ou je ne sais quoi, non. Concrètement, il y a un sentiment d'humanité où on ne comprend pas comment l'Occident peut laisser faire un tel génocide et de tels crimes dans la bande de Gaza. Et je crois que toutes ces générations, et on le voit, les juristes en parlent souvent, il y a une volonté de s'engager dans tous les collectifs possibles pour faire payer, un jour ou l'autre, les complices. Et factuellement, Emmanuel Macron, en tant que président français ou le ministre des Affaires étrangères, en livrant des armes à Israël, en refusant d'agir pour empêcher ces crimes, peut être coupable de complicité. Une des hypothèses, c'est celle-ci, c'est qu'ils ont, je pense, véritablement une crainte d'être accusés sur ça. Le deuxième point, je pense que c'est l'image qu'on va laisser dans l'histoire. Il est évident que, on le voit aujourd'hui, un Hubert Védrine, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque du génocide de Rwanda, je ne sais pas si vous suivez, mais il peut quasiment pas faire de conférence grand public, c'est compliqué, sans qu'on lui rappelle cette espèce d'incapacité qu'il a eu à agir. Et pour avoir témoigné dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, il dit que ça lui pèse encore aujourd'hui en conscience. Bon, on peut imaginer que les ministres aujourd'hui à la tête du gouvernement français ont cette espèce de sentiment que, alors pas tous évidemment, mais ont ce sentiment qu'ils sont en train de voir leur image se dégrader complètement et ils ont, à mon avis, hein, cette crainte de paraître pour ceux qui n'ont rien fait à l'époque. Et puis le troisièmement, bah, c'est quand même la crainte d'avoir une société qui se révolte. Alors qu'on a eu des facs qui ont été bloqués pendant plusieurs mois. Je ne dis pas que la société française doit se révolter par rapport à Gaza, mais concrètement, ça risque de peser politiquement, électoralement, et on verra évidemment par la suite ce que ça va donner, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se jouer et qui explique en tout cas ce réveil. Pour terminer, le troisième point que je vais aborder avec vous, c'est les premiers éléments d'une nouvelle séquence. Loin de moi de prétendre ici vous donner les clés du futur, j'aimerais simplement essayer de présenter, vous l'expliquer, de quoi cette nouvelle séquence qui est en train de s'ouvrir depuis cet octobre 2023 va être faite ou peut être faite. On a d'un côté la bande de Gaza, vous voyez hein, cette carte qui est tirée des Nations Unies, c'est clair, hein, 85% du territoire est aujourd'hui entièrement sous contrôle de l'armée israélienne. Dans cette bande de Gaza, on a une population qui est complètement livrée à elle-même et dans lequel le Hamas continue à perdurer, alors même que une majorité de la population, à mon sens, on pourra en débattre après, souhaite son départ. Le Hamas est en train d'utiliser de manière particulièrement cynique les captifs israéliens comme une espèce de survie politique. Je m'explique. Si demain on a un Hamas qui décide de libérer gratuitement, au sens de sans accord en tout cas, leurs derniers captifs, le sentiment profond côté palestinien, ce sera de dire que nous avons subi 20 mois de crimes de masse pour au final avoir une bande de Gaza détruite et sans rien obtenir derrière. C'est-à-dire une armée israélienne qui est toujours dans Gaza, des prisonniers palestiniens qui n'ont pas été libérés. Au final, vous avez agi contre l'intérêt, en tout cas, des Palestiniens. Et on a des négociations qui ont lieu encore actuellement, ceux qui ont suivi, où on voit à quel point est-ce que le Hamas essaie de s'approcher à cette volonté de dire que nous libérons les captifs israéliens quand l'État d'Israël aura retiré son armée de la bande de Gaza et surtout quand on aura un processus de reconstruction. C'est vraiment une espèce de survie politique qui est en train de se jouer aujourd'hui pour cette organisation dans Gaza et je ne sais pas, on pourra en débattre après si vous voulez, de quoi est-ce que ça pourra être fait pour la suite. En Cisjordanie, par contre, vous avez vu un processus qui est clair. On a ce qu'on appelle l'autorité palestinienne, qui concrètement n'a plus la main sur rien. Alors normalement, elle gère ce qu'on voit en fer foncé, c'est-à-dire les grandes zones urbaines, mais elle est complètement décrédibilisée. C'est d'ailleurs un peu ce qui me perturbe quand je vois encore des responsables politiques qui veulent discuter avec Mahmoud Abbas. On a aujourd'hui clairement une espèce d'impasse politique palestinienne. Il est décrédibilisé à base parce que les Palestiniens ont l'impression aussi qu'il ne garantit pas l'intérêt des Palestiniens, qu'il agit contre l'intérêt de son peuple. On pourra évidemment en reparler. Et la Cisjordanie, si on n'en parle pas, malheureusement,
elle subit, à mon sens, non pas dans la même proportion, mais les mêmes méthodes en fait de l'armée israélienne. On a 40 000 personnes qui ont été déplacées, on a des zones entières qui ont été rasées, hein, des camps de réfugiés, des zones qui ont été malmenées avec beaucoup de cas d'attaques de colons. Et je crois que là, encore une fois, on a deux territoires qui sont en train d'être dans une espèce de bascule pour savoir si le potentiel État de Palestine qu'on nous promet, qu'on espère voir un jour, est-ce que c'est pas déjà trop tard finalement, vu la situation complètement chaotique dans ces deux zones. Je crois que, pour finir sur ce point-là de Gaza-Cisjordanie, je crois que c'est là, à mon sens, où on doit être capable aussi de voir la responsabilité de la direction politique palestinienne dans cette espèce d'impasse totale. Alors que les Palestiniens vivent sûrement la pire épreuve de leur histoire depuis 1948 en termes de menaces sur leur souveraineté, on a une direction politique palestinienne qui est incapable de penser à un quelconque renouveau, une quelconque perspective politique. Alors, ça a un petit peu bougé, peut-être que vous le savez, on trouvait ça après. Ça a peut-être bougé, ou c'est peut-être un petit peu au niveau de la diaspora palestinienne, hein, qui a essayé de reprendre un peu la main en proposant une alternative, une négociation, mais on voit assez mal, malheureusement, comment ils pourront avoir de l'emprise sur des factions politiques aussi ancrées que sont le Hamas ou le Fatah. C'est évidemment assez démoralisant, mais en tout cas, il y a une réalité aujourd'hui d'une direction politique palestinienne qui ne remplit pas le rôle, à mon sens, qu'elle devrait remplir. Alors, je n'ai pas évoqué ça, mais parce que je ne l'avais pas inscrit, je l'ai introduit tout à l'heure avant de venir. Je ne sais pas si vous voyez c'est quoi ces images. Personne ne sait ce que c'est. Vous savez donc que dans la bande de Gaza, l'armée israélienne s'est employée de manière méthodique, systématique, c'est ce que les humanitaires expliquent très bien, à anéantir, à détruire toute l'administration possible, qu'elle soit liée au Hamas ou aux Nations Unies, qui est capable de distribuer l'aide humanitaire. C'est pas un hasard, c'est une stratégie délibérée pour créer le chaos et pour s'assurer le maintien des populations dans une situation totale de perfusion humanitaire. Et récemment, on a entendu que grâce aux Américains, il y aura un espèce de lieu de distribution humanitaire. On ne savait pas ce que c'était, mais les humanitaires eux-mêmes annonçaient que ça allait être une catastrophe. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est censé accueillir 600 000 personnes par jour. C'est une immense ligne droite au milieu du désert, de gens qui marchent, puis ils font la queue, et là, il y a des humanitaires qui distribuent, dans une espèce d'animalisation complète de ces gens, une dégénération complète. Ça a tenu 2 heures, avant que le chaos complet règne, puisqu'on a une population qui est littéralement, d'après les Nations Unies, en stade 4 ou 5, c'est-à-dire les pires situations de catastrophe humanitaire. Voilà ce qui s'est passé, c'était ce lundi. Et on voit bien à quel point les humanitaires avaient raison, ça ne peut pas tenir. On a 2 millions de personnes dans une situation catastrophique. La seule solution, c'est que l'aide humanitaire rentre et qu'elle soit distribuée par ceux qui en ont les capacités et les moyens. Je crois enfin effectivement que on doit un petit peu voir ça de manière large. L'armée israélienne et Netanyahou, sait à quel point est-ce que le 7 octobre a complètement ruiné son image politique, mais il savait aussi à quel point est-ce qu'il pouvait redorer son blason en engageant des victoires symboliques. Ces victoires symboliques, vous les connaissez, élimination des principaux chefs du Hamas dans la bande de Gaza, et également élimination des principaux chefs du Hezbollah au nord, au Liban. Sauf que cette espèce d'hubris israélienne, ce sentiment de supériorité totale, s'est traduit par l'occupation même de territoires qui sont clairement internationalement inacceptables, à savoir le sud du Liban et le sud de la Syrie. Et là, on a en fait une stratégie qui est évidente, qui est la certitude côté israélien que leur sécurité ne peut passer que par l'écrasement et la mise sous vassalisation de leurs voisins. On ne peut pas traiter d'égal à égal, on doit les soumettre. Et je crois que cette stratégie, sincèrement, nous amène dans cette nouvelle séquence à peut-être évidemment voir une fragilisation des acteurs que sont le Hezbollah libanais ou le Hamas. Évidemment, ils ont été tellement touchés et affaiblis, c'est certain. Mais croire que c'est leur fin et leur chute, c'est une erreur majeure. Précisément parce que leur fin ne correspond pas à un accord diplomatique, un processus de paix de perspective commune. Ça a été fait par la force et par l'occupation de territoires et la destruction de populations, de zones urbaines et le déplacement de population. Et on l'a vu, lorsqu'il y a eu l'enterrement de Nasrallah, on annonce des centaines de milliers de personnes qui sont à Beyrouth le jour-là. Qui peut croire une seconde qu'on en a fini avec le Hezbollah et que le Hezbollah demain ne va pas revenir peut-être encore plus radical ou violent, et même que le Hamas ne va pas lui aussi revenir plus radical et violent. Précisément parce que l'histoire nous l'apprend à plusieurs reprises. Daesh, en l'occurrence, par exemple, en Irak, avait été un symbole de ça.
c'est que en passant par des phases de destruction et de tuerie massive, on ne fait qu'alimenter une période de radicalisation à terme. Et là, je crois que l'histoire géopolitique nous le montre. Et enfin, pour terminer cette conférence, je crois que ce à quoi on fait face aujourd'hui, au-delà de cette déstabilisation du côté palestinien, on a une impasse, au-delà de la déstabilisation régionale, on ne peut pas comprendre la politique israélienne si on ne se rend pas compte à quel point est-ce qu'il y a un sentiment profond de faire partie de ce que j'appelle l'international néofasciste, avec ce soutien majeur qui vient de la Maison-Blanche. Alors, soutien majeur que je vais quand même tempérer si vous voulez bien. Il est évident que lorsque Donald Trump avait annoncé, vous vous souvenez peut-être, cette Riviera à Gaza, des médias, quand ils nous appelaient, ils disaient, mais en fait, quand je dis nous, c'est Yanni et le collectif. La question qui est toujours la même, c'est, mais comment Trump a pu dire une bêtise pareille? Il est complètement fou, ce monsieur. Et nous, on explique quelque chose, c'est qu'en fait, il ne faut pas prendre Trump une pied de la lettre dans ce qu'il dit, mais il faut se rendre compte que quand un président américain dit ça, il lève un tabou. Parce que côté israélien, nous, on savait très bien que l'idée de chasser les gens de Gaza, c'est dans l'esprit d'une partie d'état-major israélien et du gouvernement israélien depuis octobre 2023. Quand Trump dit on va faire une Riviera, on va virer les gens, on va les déplacer parce qu'il n'y a plus rien, il lève un tabou et il autorise une partie des responsables politiques israéliens de l'opposition ou du gouvernement à parler de la même manière, à considérer qu'en fait, c'est possible, le président américain en a parlé. Et je crois que ce sentiment-là qu'on est en train de vivre aujourd'hui doit nous alerter. On a ces images que je tiens vraiment à remontrer parce que c'est le monde dans lequel la question palestinienne est en train aujourd'hui d'être complètement brisée et saccagée. Steve Bannon à gauche, Elon Musk à droite, ils sont en train d'opérer un renversement complet qui fait, à mon sens, tort et mal à la question palestinienne aussi. Pour ceux qui ne savent pas, Steve Bannon, que vous avez ici à gauche, c'est celui qui, en 2020, quand Trump arrive à la Maison-Blanche, va théoriser, à mon avis, de manière la plus claire possible, va théoriser cette idée que, en fait, l'extrême droite en Europe, c'est nos alliés, il faut qu'ils arrivent au pouvoir, les nationalistes, que ce soit en Italie, en France, etc. Sauf qu'ils ne pourront pas arriver au pouvoir s'ils n'arrivent pas à normaliser leur image dans la société. Bannon va être celui qui va appeler, qui va théoriser cette idée que pour normaliser vos images, vous devez vous montrer comme les plus fervents soutiens à Israël. Parce que précisément, vous êtes collé à l'image de 39-45 et à tout ce que vos ancêtres ont pu perpétrer. Si Bannon va théoriser cette idée vraiment majeure de l'alliance des nationalistes et qui va faire qu'on va s'allier avec Israël parce que précisément en Israël aujourd'hui, on a une extrême droite au pouvoir qui nous correspond politiquement. Et je crois que ceux qui emploient l'expression de Israël aujourd'hui comme centre névralgique de l'international néofasciste, c'est exactement ça. On a un pouvoir en Israël aujourd'hui qui vend complètement cette image de normalisation, c'est-à-dire en gros, regardez ce qu'on fait à Gaza, regardez ce qu'on fait au Liban, regardez ce qu'on fait en Syrie, et bien d'une certaine manière, on nous l'autorise parce qu'on est les plus forts. Et là, on est face à un choix de société et de civilisation. Est-ce qu'on va vers la voie du plus fort ou est-ce qu'on va vers une voie internationale et de la diplomatie? C'est une question qui est, à mon avis, en suspens et qui va déterminer l'équilibre international à venir. Alors évidemment, donc j'avais cette image-là. J'aimerais quand même essayer de tempérer un petit peu parce que on a parfois une vision très complotiste des choses où on a un président américain qui serait vendu complètement aux intérêts de l'IPAC et de lobby pro-israélien. Il faut essayer de nuancer un peu cette image. Si c'était vrai, Trump n'aurait jamais négocié avec l'Iran et ne voudrait pas aujourd'hui négocier directement avec le Hamas pour libérer des otages dans Gaza. Si c'était vrai, il serait complètement pieds et mains liés à Netanyahou. C'est pas le cas du tout. On a une diplomatie américaine qui est complètement dans la transaction permanente. On fait des multiplications d'appels à tout va et on voit ce que ça donne. C'est illisible. Les diplomates deviennent fous avec cette diplomatie américaine. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une diplomatie. Mais ça montre à quel point est-ce qu'il n'y a pas vraiment de ligne directrice au sens où on va dans l'intérêt d'Israël. C'est plutôt de voir en fait quelque part comment est-ce qu'on peut gérer la région, essayer de trouver nos intérêts à nous, que ça soit avec Israël ou potentiellement au détriment d'Israël. Évidemment, détriment jusqu'à une certaine limite, vous m'entendez bien. Il n'y a pas de rupture d'aide américaine à Israël, mais on a ces éléments-là. J'en veux pour preuve. Netanyahou, par exemple, était fermement opposé à tout retour des négociations avec l'Iran. Du point de vue Trump, le titre c'était comme ça. Nos alliés, c'est les Saoudiens dans la région. Les Saoudiens disent qu'il faut négocier avec l'Iran. On relance la négociation avec l'Iran. Netanyahou a beau ne pas être content, c'est pas grave. Netanyahou voulait avoir le monopole complet des négociations avec le Hamas pour, à mon sens, ne pas négocier du tout. Trump, à un moment donné, en a marre et envoie Witkoff au Qatar négocier directement avec le Hamas
et libérer les fameux derniers captifs israélo-américains, au détriment évidemment de ce que les Israéliens, à mon sens en tout cas, voulaient. Donc je crois qu'on est vraiment dans une espèce de carte qui est en train de se rebattre complètement. Personne ne sait vraiment de quoi ça va être fait, mais il faut bien se rendre compte que les jours, les semaines, les mois à venir vont être décisifs et je ne vois pas forcément de points sur lesquels on peut actuellement s'appuyer, si ce n'est évidemment ce par quoi j'ai commencé ma conférence. On a aujourd'hui une Palestine qui est indéniablement soutenue au niveau international. On a des procédures au niveau de la CPI, de la Cour de justice, qui sont majeures, qui essaient de faire reconnaître la réalité de ce qu'est aujourd'hui l'État d'Israël et ce qu'il est devenu. On parle parfois d'État paria, le terme, on peut parfois en débattre. Et on a, je crois vraiment, des sociétés civiles qui ont conscience de cette réalité, de ce qui s'est passé à Gaza, de ce dont Israël aujourd'hui est capable de perpétrer contre des populations palestiniennes et vraiment à grande échelle. Et j'aimerais finir juste pour rappeler que en 67, en France, paraît le premier article d'un historien qui s'appelle Maxime Rodinson, dans la revue Temps moderne de Jean-Paul Sartre. L'article s'appelle Israël, État colonial, point d'interrogation. Israël fait colonial, point d'interrogation. Et il a fallu des décennies pour qu'au niveau scientifique, au niveau universitaire, on arrive à faire reconnaître cette réalité que, certes, Israël est un fait national parce que l'État s'est créé, il y a une société, etc., mais ça reste un État profondément colonial. Il a fallu du temps. Il a fallu des décennies, depuis l'année 2000, donc à peu près 25 ans, pour que on arrive à faire entendre que le régime d'apartheid qu'on emploie pour qualifier souvent la stratégie mise en place par Israël dans les territoires palestiniens, le terme est bon et le terme d'être employé. Et on voit qu'aujourd'hui, dans beaucoup de conférences, de débats même médiatiques, le terme d'apartheid, à un moment ou l'autre, arrive dans le débat. Parce que c'est une victoire, parce que factuellement, on ne peut pas l'appeler autrement. Et bien, je crois qu'aujourd'hui, il faut rajouter un troisième terme qui va être la nouvelle bataille pour empêcher qu'on puisse considérer cet État comme normal. C'est le terme de crime de génocide dont Israël sera évidemment coupable dans la bande de Gaza. Voilà, je vous remercie.